Bonjour et bienvenue dans cette première partie introduction de la formation Apache Spark. On va commencer par présenter ce que c'est que le Big Data, pourquoi utiliser le Big Data et quelle évolution avec le Big Data. Donc on va commencer par qu'est-ce le Big Data. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une explosion de la quantité de données. Donc quand on dit explosion de la quantité de données, ça veut dire qu'il y a pas mal d'informations aujourd'hui qui circulent, qui est sous différents formats. Donc quand on parle données, c'est vraiment données avec un grand D, c'est de dire ça comme ça. Donc il n'y a pas que de l'écriture ou du texte, donc il y a vraiment de l'audio, du vidéo, il y a pas mal de choses. Et tout ça, ça correspond à de la donnée. On a aussi aujourd'hui le partage des données, donc qui représente une mer d'opportunités, avec beaucoup d'avantages, par exemple la réduction des coûts, la flexibilité, plus grande transparence et meilleure productivité. On a aussi la recherche des données. Donc aujourd'hui, on a pas mal de données. On souhaite rechercher une donnée pertinente tout simplement. Donc quels sont les moyens qui vont nous permettre d'accéder à cette donnée qui doit être en même temps pertinente et en même temps va nous apporter de la valeur. Donc il faut trouver les moyens pour la chercher, surtout quand on est en train de faire des recherches sur des pétas ou zeta-octets. Donc ce sont des unités de mesure qu'on va voir tout à l'heure. Le stockage des données. Donc ces données-là, quand on va les chercher et qui sont partagées et qui sont un petit peu partout, ils sont stockés. Donc on parle du stockage des données. Pour stocker ces données, il nous faut aussi les moyens, les architectures qui nous permettent de stocker au mieux nos données. Donc aujourd'hui, effectivement, pour la plupart, on parle système de gestion base de données relationnelle, pour les gens surtout qui font du décisionnel. Mais au-delà de ça, on a également des données qui sont stockées sur plusieurs formats. Donc vidéo, audio, il y a aussi du texte non structuré. Le traitement des flux de données. Donc aujourd'hui, on arrive à y accéder à ces données. Ils sont là, et bien il faut les traiter pour retirer de la valeur. Donc les traitements de ces données, pour traiter ces données massives, il faut avoir des mécanismes, les bons réflexes, les bonnes architectures, afin de pouvoir traiter ces données-là pour en retirer une valeur optimale. Alors, quand on dit Big Data, ce qui nous vient à l'esprit, c'est mégadonnées, données massives. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Big Data est égal à la volumétrie des données? Donc la réponse est faux. Il n'y a pas que de la volumétrie de données. Si c'était que ça, on pourrait tout simplement travailler avec le standard Business Intelligence, les outils qu'on connaît d'habitude. Donc aujourd'hui, on est fréquenté à des données qui sont plus ou moins non structurées. Donc, quand on parle Big Data, il faut respecter trois règles. Il faut parler ces trois règles. Quelles sont ces trois règles? On commence avec le volume, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi la variété des données. C'est-à-dire que les données, quand ils arrivent, pour les traiter, ou quand ils sont là tout simplement, qui stagnent dans un endroit et qu'on souhaite les traiter, on peut les retrouver sous différents formats. On peut retrouver des fichiers texte, on peut retrouver de l'audio, on peut retrouver de la vidéo, on peut trouver des données structurées, des données non structurées, ainsi de suite. Donc il faut de la variété de ces données. On parle aussi vélocité, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle les données arrivent. On a de l'information qui arrive tous les jours et on a de l'information qui arrive tous les millisecondes. Donc au bout d'un an, je vous laisse imaginer un petit peu le stockage de ces données. Donc c'est pour cela que la vélocité est un pilier important de la règle des 3V. J'ajoute à ces 3 règles V deux autres règles V qui sont apparues juste après les 3 règles V. On a la véracité, et donc c'est tout simplement d'avoir de la qualité dans nos données qu'on souhaite traiter, et c'est l'un des enjeux majeurs de l'exploitation des données Big Data. Donc comme par exemple, on a du texte qui arrive sur Twitter par exemple avec pas mal de fautes d'orthographe. Sur un autre domaine, on peut se retrouver avec des fraudes. On a des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui sont des utilisateurs anonymes ou avec des faux profils par exemple. Donc il est nécessaire d'être judicieux et multiplier les précautions afin de minimiser les biais liés au manque de la fiabilité de nos données Big Data. On passe à la dernière règle qui est la valeur. Donc c'est sûrement le point le plus important des règles des 5V.
Donc les technologies de stockage et d'analyse des big data n'ont de sens que si elles apportent de la valeur ajoutée. C'est-à-dire l'exploitation de ces données, c'est avant tout répondre à des objectifs, que ce soit des objectifs commerciaux ou marketing ou autres, et la définition de ces objectifs orientera l'utilisation des données big data. Donc si un projet ne va pas nous apporter de la valeur pour gagner de l'argent derrière, je pense qu'il faut faire attention. Donc il faut rapporter de la valeur dans les projets qui vont nous permettre de l'amortir un peu plus tard par rapport au coût. Voilà par rapport aux règles V. Maintenant, pourquoi utiliser le big data? On a de la difficulté aujourd'hui de traiter la masse de données produites chaque jour. Quand on arrive aujourd'hui, si on parle juste par rapport aux gens qui tweetent, ou par rapport aux gens qui envoient des messages sur WhatsApp, les likes, etc. de Facebook, LinkedIn, etc. Si on arrive à voir combien de personnes envoient de messages, de l'information chaque jour, rien qu'avec les réseaux sociaux, on se retrouve avec une difficulté pour traiter ces données-là. Et donc, il n'y a que le Big Data qui pourra nous aider à les utiliser. Les informations sont produites en temps réel. Bien évidemment, tous les secondes, on a de la donnée qui arrive. Et il faudra la traiter en temps réel. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne veut pas perdre du temps. On a de l'info qui arrive, mais on souhaite la traiter le plus rapidement possible, voire même à la seconde. Problème d'optimisation de bases de données. Donc aujourd'hui, on ne se cache pas, les bases de données relationnelles arrivent à leur limite. Ça dépend des sujets, bien évidemment. Donc, quand il s'agit de la volumétrie, on est en train d'exposer un petit peu notre modèle de conception de données. Et donc là, il faudra revoir les index à chaque fois, éclater les tables, passer par des tables temporaires, donc on a tous connu ça. Aujourd'hui, il n'y a pas que les données structurées qu'on traite. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de données non structurées qui arrivent, donc il faudra encore plus penser à dépasser le modèle conceptuel de données qu'on connaît tous, le modèle de base de données relationnelle, le modèle pour une base de données relationnelle, pardon, et là, partir sur d'autres modèles ou sur d'autres bases de données non SQL. Le traitement des données non structurées, donc c'est ce que je viens de dire. Donc aujourd'hui, on arrive avec pas mal de données non structurées et qui présentent à peu près 70 à 80% des données qui arrivent chaque jour et qu'il faudra trouver le moyen pour les traiter. Là, je vous donne un petit exemple, un petit scénario tout simplement. Donc, on va se dire, il y a une compagnie aérienne qui va nous confier un projet. Et donc là, ils sont en phase d'analyse. Donc, ils étudient leurs besoins et ils nous ont fait un petit scénario. Et donc, le client me dit, moi, dans ma compagnie aérienne, j'ai, par exemple, un scénario. Donc, j'ai un avion qui décolle à 8 heures et qui atterrit à midi. Et ce que je veux avoir, c'est un joli tableau de bord qui va me permettre de connaître un petit peu pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de données, mais j'arrive pas à les analyser en même temps, j'arrive pas à trouver. Ce sont des données qui commencent à peser, qui commencent à être volumineuses. Donc moi, ce que je veux, c'est de simplifier tout ça avec un joli tableau de bord. Et il nous dit, je souhaite connaître la vitesse de mon avion. Je veux aussi connaître sa géolocalisation, sa température par rapport aux zones qu'il traverse, l'humidité aussi. J'ai des avions qui sont équipés de Wi-Fi, donc j'ai des clients par exemple qui naviguent en Wi-Fi, et ce que je voulais savoir plus tard, c'est de voir un petit peu ce que mes passagers arrivent à voir couramment. Donc comme ça, je vais mettre des jolies tablettes ou écrans plats dans mon avion, comme ça ils auront l'information directement sans qu'ils naviguent, et il y aura quasiment de la publicité derrière, comme ça je puisse gagner encore plus d'argent là-dessus. Il y a aussi les incidents liés au vol. Et donc là, il me précise comme quoi la vitesse de l'avion est sauvegardée dans un fichier CSV. La géolocalisation, c'est dans un fichier JSON. Tout ce qui est température et humidité, c'est dans un fichier XML. Les trafics Wi-Fi, réseau, etc., c'est dans un fichier TXT. Et les incidents liés au vol, toujours dans un fichier TXT. Il me dit que derrière, j'ai des micros qui sont installés un petit peu partout dans l'avion, et des caméras aussi. Comme ça, j'aurai la vidéo plus de l'audio. Et là, il me dit qu'il souhaite accéder à tout moment, en temps réel, à toutes ces informations. En plus, il m'ajoute, ça c'est juste un scénario d'un vol, par rapport à un avion. Et là, il me dit, j'ai plusieurs avions qui décollent en même temps. Et je voudrais avoir les mêmes informations par rapport à chaque avion et par rapport à chaque vol. Donc là, on se pose quand même des questions, comment on va faire tout ça?
Donc, quelles sont les architectures qu'on va appliquer, qui est l'écosystème qu'on va utiliser. Donc là, le Big Data, il est bien placé pour résoudre ce genre de problème. Vous l'avez bien compris, je pense, par rapport aux 3 règles V, ou 5 règles V qu'on vient de voir. Donc là, je vais quand même vous parler un petit peu des mesures avec des petites illustrations qu'on a actuellement. Donc là, un octet, c'est tout simplement une suite de 8 chiffres, 0 ou 1. Une page de texte, ça représente 30 kilooctets, donc 1000 octets. Un morceau de musique, donc c'est 5 mégaoctets, qui correspond à 1000 kilooctets. Un film de 2 heures correspond à 1 gigaoctet et donc 1000 mégaoctets. 6 millions de livres, presque la moitié du catalogue de la Bibliothèque nationale de France, c'est 1 téraoctet de données qui représente 1000 gigaoctets. 2 milliards de photos numériques de résolution moyenne, ça fait 1 pétaoctet et donc 1000 téraoctets. Et là, on passe un petit peu à la volumétrie. Toutes les informations produites jusqu'à 2003 représentent 5 hexaoctets. Donc, 1 hexaoctet, ça fait 1000 pétaoctets. La totalité des données enregistrées en 2011 représente 1,8 zétaoctets. Et donc, 1 zétaoctet, ça donne 1000 hexaoctets. Et en 2013, le plus grand data center au monde sera capable de traiter simultanément 1 iota de données. Et donc, 1 iota, c'est 1000 zétaoctets. Et donc ça, c'était en 2013. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on est au moment où j'enregistre cette formation, donc on est en 2019, bien dans 2020, et on a pas mal de data centers aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de certaines unités de mesure aussi. Donc on a le zeta, et derrière on a le yottabyte, qui représente 1000 zétabytes, et un brantobyte, qui représente 1000 yottabytes. Ensuite, le dernier que j'ai pu trouver, que je connais, donc le 1 geobyte, qui représente 1 brantobyte. Donc aujourd'hui, on est dans les horizons 2020, donc on est sur du iota et du zeta, et donc, d'après les statistiques, d'ici 2025, on va se retrouver à traiter des geobytes. Quelle est l'évolution avec le Big Data? Donc aujourd'hui, on entend trop parler de Big Data, mais à quoi ça nous a servi? Quelles sont les évolutions qu'on a vues? Donc bien évidemment, on a la progression de Hadoop, on va en parler un petit peu plus tard. Une importante réduction des coûts d'analyse des données, bien évidemment, parce qu'on a la plupart des outils qui sont open source. Les SGBD NoSQL qui sont apparus, suite aux données non structurées qu'on n'arrête pas de recevoir. La sécurité aussi des données, donc quand on dit masse de données, stockage, il faut de la sécurité derrière. Et le stockage des données sur le cloud. Donc aujourd'hui, on entend trop parler du cloud, parce que c'est une solution qui coûte moins cher et qui nous permet de sauvegarder sur du matériel tout simplement qu'on ne possède pas. Voilà, on arrive à la fin de cette petite introduction, et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.